présenter et nous allons continuer nos travaux avec une intervention de Violaine Giacomotto-Chara. Donc je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui à Bâle parce que c'est vrai que ça fait un certain temps qu'on essaye de trouver une date et un moment où on puisse finalement se retrouver ici à Bâle. Donc Violaine est maître de conférence à l'université de Bordeaux. Enfin, la liste de ses travaux est considérable et éblouissante. Donc Violaine s'intéresse beaucoup au lien entre littérature et savoir. Un intérêt qui débute avec, c'était sa thèse consacrée à Dubartas, qui a donné lieu à un ouvrage publié en 2009, La forme des choses, poésie et savoir dans la semaine de Dubartas. Et ensuite, elle a diversifié ses intérêts. Elle a notamment beaucoup travaillé sur Montaigne, puisque je rappelle qu'il y a un centre d'études montaigniennes à l'université de Bordeaux, dont tu assures d'ailleurs la direction actuellement. Ce qui a donné lieu à des contributions, notamment pour les éditions Atland en 2010 et en 2016. J'annonce d'ores et déjà un numéro spécial du bulletin de la Société des Amis de Montaigne qui sera consacré justement à la stylistique montaignienne, à la langue de Montaigne. Tu as également travaillé récemment sur les travaux de Scipion Duplex. C'est un peu un nouveau champ d'investigation. Un peu. Voilà, il n'y a pas une concurrence démentielle. Mais justement, tu as l'art de défricher des terrains encore inconnus, donc notamment ce philosophe Scipion Duplex, qui au début du XVIIe siècle a contribué à vulgariser à sa manière les œuvres d'Aristote. Alors, je passe sous silence le reste de tes travaux, je m'excuse, c'est simplement parce que le temps file, et je préfère te donner tout de suite la parole en te remerciant encore d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup Dominique, c'est une présentation trop flatteuse et c'est moi qui suis vraiment très, très heureuse d'être là aujourd'hui pour cette journée. Donc merci à tous pour l'organisation. Et alors ça tombe vraiment bien que Virginie est terminée par les aristotéliciens et leur obsession de la classification, parce qu'on va en parler, des naturalistes. Et comme mon titre l'indique, je vais m'intéresser pour ma part à la question de la prégnance de ces modèles biologiques, végétaux ou anatomiques, mais dans un corpus de textes un peu particulier, puisque justement je vais parler des textes scientifiques de la Renaissance, et plus particulièrement les textes des naturalistes, qui traitent des plantes et des animaux, et dans une moindre mesure aussi donc les textes des médecins et surtout des anatomistes qui s'intéressent au corps humain. Et l'idée que j'ai eue en répondant à la proposition de Dominique, c'était d'étudier ce devenir des métaphores végétales et anatomiques quand elles sont utilisées dans ce qu'on pourrait appeler une condition de spécularité, c'est-à-dire lorsque l'univers référentiel qui nourrit des métaphores est aussi l'univers qui est l'objet même du discours, ce qui évidemment pose le problème de la légitimité de l'écart qui fonde la métaphore. Comment parler de manière métaphorique de quelque chose dont on parle au sens littéral. Et avant d'entrer dans le détail des textes que j'ai parcourus, je voudrais préciser que de nombreux textes scientifiques, alors qu'ils soient écrits en latin ou qu'ils soient écrits en vernaculaire, ne justifient pas leur méthode ou la construction de leur discours. Alors j'ai commencé un peu comme Virginie par des textes dans lesquels je n'ai rien trouvé, à ma grande déception. Mais ce que je voudrais souligner, parce que je crois que c'est justement très important, c'est que les textes des naturalistes et les textes des anatomistes sont très certainement parmi ceux qui accordent l'une des places les plus importantes au métadiscours. C'est dans ces textes-là, qui traitent de la nature et du corps, plus que par exemple de ceux qui traitent des maladies, si on prend les textes des médecins, c'est là qu'on trouve une réflexion importante sur la manière dont ils construisent et conduisent leur discours scientifique. Et souvent aussi, c'est quelque chose
qui m'a intéressée en termes semblables entre le discours des anatomistes et le discours des naturalistes. Et en fait, ça s'explique parce que les naturalistes comme les anatomistes ont besoin de légitimer un regard scientifique un peu particulier qui fonde aussi leur méthode d'écriture, et ce regard, c'est le regard de l'observateur. Donc ils fondent toute la construction de leur démarche scientifique et de l'écriture de leurs textes sur l'observation, et plus exactement sur l'autopsie, au sens étymologique de la vue par soi-même, ce qui est intéressant parce que la notion d'autopsie engage aussi l'identité de l'observateur, c'est-à-dire que l'observateur n'est pas neutre, c'est celui qui regarde la nature, et qui est aussi le scripteur du livre, a un rôle particulier. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, plus que les autres savants, les naturalistes et les anatomistes sont très attentifs à légitimer leurs gestes. Et même si c'est un discours qui est topique, il ne faut pas sous-estimer justement la manière dont ils situent la place de l'homme dans l'univers comme point de départ de leur écriture. Et bon, il faut que je zappe entre les deux ordinateurs, le PowerPoint est de ce côté. Voilà, et j'en donne un exemple qui est un extrait de la préface de l'Histoire des poissons de Guillaume Rondelet, donc un médecin de l'Université de Montpellier, qui écrit dans les années 1550. Et son Histoire des poissons commence comme ça: il n'y a personne de bon sens qui ne confesse que l'univers ne soit créé pour l'homme, aussi que l'homme ne soit fait pour la gloire de Dieu. Pour ceux, l'homme étant mis en ce beau domicile, ou plutôt en ce très magnifique théâtre, donc dans un lieu d'observation, doit contempler le ciel, les étoiles, l'air, l'eau, la terre, les animaux, les plantes, le tout fait de si grand artifice, orné de si excellente beauté, assemblé et composé de si grande harmonie, doué de si grande vertu, tant bien ordonné qu'il est possible de plus. Alors, là, on a un exemple typique du fait que le discours naturaliste ou anatomiste se justifie par une forme de spécularité obligée. L'homme doit regarder, c'est la justification de sa présence au monde, et il est l'œil du monde, et l'œuvre, du coup, doit être le reflet de ce monde vivant. Et par ailleurs, vous le voyez aussi dans cet extrait, la nature est évidemment posée en modèle du texte, puisque la nature est dotée d'un ordre et d'une beauté propre, qui, a priori, devrait rendre vaine toute tentative d'imposer un quelconque artifice. Donc c'est intéressant parce qu'on est dans un texte qui, d'une certaine façon, est a priori, en tout cas semble-t-il, à l'opposé de la réflexion poétique, puisque l'ordre et la beauté vont d'elles-mêmes. Et du coup, effectivement, la modélisation du discours pose problème, parce que le discours naturaliste se prétend une stricte imitation de la nature. Et ce qui revient toujours sous la plume de nos auteurs, c'est qu'ils ont peint au vif ce qu'ils ont observé au vrai. Et alors c'est intéressant parce qu'en même temps on retrouve des expressions qui sont celles des poéticiens, peindre au vif. Et là, je vous montre par exemple ce que dit Belon, un contemporain de Rondelet, qui est aussi un médecin de l'université de Montpellier. J'ai traité cette mienne observation, et on ne sait pas s'il parle de son geste ou de son texte. Il y a une sorte de superposition volontaire des deux, et son ouvrage s'appelle Les Observations. Donc voilà, il y a toute une stratégie aussi d'écriture. Donc j'ai traité cette mienne observation en notre vulgaire français et rédigé en 3 livres, le plus fidèlement qu'il m'a été possible, n'usant d'autres artifices ou élégances d'oraison, sinon d'une forme simple, narrant les choses au vrai, ainsi que les ai trouvées est-ce pays étrange. Et il ajoute, c'est un peu plus loin dans la préface de ses observations, la connaissance tant des plantes étrangères d'Europe, d'Asie, partie d'Afrique, que des oiseaux, serpents, poissons et autres animaux terrestres que j'ai observés par terre et mer et par les ports est-ce pays du Levant, ne proposant en tout ce que j'en écris mettre chose que je n'ai premièrement vue, afin que l'ayant mise au vrai, selon que la nature l'a produite, un chacun se puisse persuader et assurer de la lire à la vérité. On a le même type de discours chez les anatomistes. Voici un extrait de l'adresse aux étudiants en anatomie de Charles Étienne dans sa dissection des parties du corps humain. Au surplus, quant à la description des parties du corps humain par nous ci-après démontrées et produites, se doit entendre que la dite description est en sorte bâtie et construite,
comme si les dites parties étaient encore de présent exposées devant nos yeux. Donc il faut penser que nous en ayons parlé par vous dire, etc. Tout ce qui a été proféré a été premièrement connu par la vue. Donc c'est quelque chose qui revient en permanence. Alors ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois que l'on a dit ça, en fait on n'a rien dit, parce que veut dire écrire selon que la nature a produit les choses? Et en affirmant l'identité entre l'objet observé et le rendu par le texte, finalement, nos naturalistes évitent de dire quelque chose de précis. Et donc, ce que je voudrais essayer de faire, hein, c'est d'essayer de chercher plus avant ce qu'ils entendent en réalité par, en gros, écrire comme la nature. Parce que c'est à peu près ça qui revient sous leur plume. Et donc, hein, voilà, comment écrit-on comme la nature quand on parle de la nature? Quand ils essaient de légitimer leur discours, en fait, les savants ont le choix entre deux solutions possibles. Justement, construire la validité du discours sur ce principe de spécularité, au nom de la nature comme modèle, mais on s'aperçoit que leur premier réflexe est plutôt, donc, contredisant leurs affirmations de la nature modèle, de construire la validité du discours hors des modèles naturels pour justement restituer un écart significatif par l'usage de métaphores qui vont chercher en dehors de la nature. Et donc je vais commencer, mais ça sera très temporaire, par m'écarter du sujet, parce que c'est un point de comparaison important pour comprendre la suite, en parlant justement des métaphores non naturelles qu'on trouve dans ces textes-là, qui me semblent intéressantes justement parce qu'elles vont en apparence contre ce discours d'un texte d'imitation littérale de la nature. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans plusieurs des textes que j'ai utilisés, on s'aperçoit que justement les naturalistes comme les anatomistes essaient d'échapper aux formes du vivant comme ressort de modélisation du discours. Et donc, tout en affirmant que la nature possède un ordre et une beauté qui normalement devraient s'imposer de soi et qu'ils ont imité au vrai, au vif, etc., les savants cherchent en fait assez souvent à inscrire leur œuvre dans un régime de l'artifice, dont on peut penser quand même qu'il traduit une idée sous-jacente qui est celle de la domination justement supposée de l'homme sur la nature, ou en tout cas l'idée d'une maîtrise que procure la mise en texte. Et je vais donner deux exemples dans les images particulièrement, que j'ai trouvées frappantes dans tout ce que j'ai lu. Un premier cas sur lequel je vais passer vite, mais je veux juste signaler parce qu'il est isolé mais assez intéressant, c'est le modèle qu'on a chez Nicolas Abraham de la Framboisière, qui est un médecin qui écrit la toute fin du XVIe, début du XVIIe siècle, et qui, pour parler du corps humain, choisit tout un ressort métaphorique qu'il va chercher dans le corps politique. Et alors je ne lirai pas tout, et en plus vous voyez il a mis lui-même dans son texte en majuscule les mots importants. Il considère ses œuvres complètes comme une république dans laquelle est établie la principauté de l'homme, pour lequel il donne un gouvernement, des lois, etc. Et ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est qu'il utilise les notions d'œuvre miroir de la nature et d'œuvre tableau de la nature. Les deux termes sont dans son texte, mais il les transcende par une organisation de type politique dont il prétend, sans pouvoir le justifier, qu'elle est en quelque sorte fondée sur un ordre naturel. C'est le bas de la citation. Pour montrer qu'il n'y a ni désordre ni confusion en cette république, vous y trouverez dès le commencement la police bien établie, en l'ordre des matières. Donc la police, c'est l'ordonnancement du texte. Les matières sont donc traitées les unes après les autres, chacune au ressort de sa juridiction naturelle. Donc il impose ce modèle sans le justifier. Alors ça, je voulais le signaler parce que c'est un jeu, c'est une transposition de quelque chose qu'on trouve souvent chez les médecins, c'est-à-dire l'analogie du corps politique et du corps réel, mais je ne l'avais jamais rencontré appliqué à la structure de l'œuvre. On trouve toujours le cœur et l'organe central, il envoie le sang, le foie, etc. Donc la transposition du corps naturel et du corps politique, mais pas appliquée à une structuration d'œuvre complète.
Voilà, donc bon, il y a certainement des choses là à creuser, j'y reviendrai un peu autour de la notion de corps. Mais dans la plupart des cas, c'est une autre métaphore que l'on rencontre chez les naturalistes et les anatomistes, qui est la métaphore de l'ordre architectural, qui est utilisée en plus avec une variété assez remarquable. Alors on la retrouve chez Scipion Duplex, alors Scipion Duplex est intéressant parce que c'est le premier vulgarisateur de l'ensemble de la philosophie scolastique et en particulier de tout ce qui touche à la physique et à l'histoire, à la philosophie naturelle, mais c'est aussi un auteur qui est très intéressant parce que je pense que c'est celui chez lequel on a le métadiscours le plus développé. Et il justifie, lui, l'ordre de ses traités de physique à travers, enfin il justifie son travail d'auteur même à travers une métaphore architecturale qui est compliquée, puisque voilà ce qu'il dit, un magnifique et superbe édifice n'est pas fort prisé pour être bâti de matériaux de grand prix, enrichi de marbre et de jaspe, diapré de rares sculptures, marqueteries et peintures, si d'ailleurs il n'est bien symétrisé, bien entendu, et ordonné en toute proportion. Et donc il utilise la métaphore architecturale pour rendre compte aussi bien de l'ordre, en termes de structure, de construction, de la disposition, que pour rendre compte de l'esthétique, qu'il traite à la fois en termes de matériaux et d'ornement. Donc là aussi, je ne m'arrête pas, mais c'est une métaphore qui est assez compliquée dans son épaisseur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve justement la même chose chez les anatomistes, en partant de l'idée que le corps lui-même, évidemment, peut être conçu comme un bâtiment. Donc on a une circulation compliquée là aussi, entre le corps comme objet de description et le texte comme restitution de ce corps. Et vous voyez là chez un autre anatomiste qui est Jacques Grévin, qui a publié en particulier un abrégé de la Fabrica de Vézal avec d'importantes planches anatomiques, afin que mon bâtiment entrepris, donc là il parle de son œuvre, soit de telle durée que la grandeur de la science que j'y veux loger et traiter le mérite. J'ai voulu commencer mon fondement par la pierre, qui est seule suffisante de soutenir un tel œuvre, et pour autant que ceux qui se sont efforcés de bâtir par avant moi ont si bien déguisé leur matière qu'il semble que le tout ne soit fait que de pierres empruntées d'ailleurs, j'ai tellement délibéré pour ne tomber en ce vice de fouir nos carrières françaises, que s'il n'est possible, je ne serai contraint de mettre en œuvre ni le porphyre de Grèce, ni le marbre d'Italie. Alors là, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il ne parle pas simplement de son œuvre comme construction, mais aussi du rapport aux emprunts linguistiques. Et la métaphore architecturale lui sert aussi à transposer ce qui est dit dans les arts poétiques sous forme de métaphore végétale, puisque fouillir les carrières françaises, c'est l'image de la greffe. Alors on est quand même dans une métaphore naturelle, puisqu'il s'agit d'aller chercher des matériaux pour les insérer dans le bâtiment. Mais il y a une sorte de transposition d'un ordre à l'autre des métaphores qu'on a l'habitude de voir dans les traités poétiques et dans les en particulier aussi, surtout dans la défense et illustration. Et cette métaphore, il l'applique aussi. On la trouve aussi appliquée au corps humain. Là, je reviens à Charles Estienne. Il nous faut, en ce présent livre, parcourir des yeux de l'entendement le grand bâtiment de ce corps. Et dans un deuxième temps, il transpose la métaphore du corps comme bâtiment à l'œuvre, pour plus aisément donc comprendre la fabrique de ce non-pareil ouvrier à laquelle nul autre semblable ou plus noble se pourrait conférer. Premièrement, nous est convenable de commencer par la contemplation des fondements de l'édifice. Voilà, et donc l'ordre, je ne lis pas tout là encore parce que je crois que j'ai prévu un peu trop long, mais l'ordre du livre repose sur cet ordre architectural qui est lui-même celui du corps. Il explique qu'il va commencer par les os parce que c'est ce qui est le plus solide, ce qui contredit l'ordre de la dissection, parce que c'est ça qui est intéressant, parce que normalement on commence évidemment par les viscères. Et j'en arrive à ce qui va nous ramener au discours sur les métaphores végétales, parce que j'ai trouvé chez un chirurgien qu'on ne connaît pas beaucoup, qui s'appelle Philippe de Flessel, mais qui a écrit un texte qui s'appelle l'Introductoire de chirurgie rationnelle, dans lequel il essaie justement d'appliquer des méthodes venues de la logique à l'exposé de la chirurgie, dans lequel il explique que parfois le chirurgien ne peut pas guérir, et lui aussi utilise cette métaphore architecturale, mais encore de manière différente, en comparant le chirurgien qui échoue à un architecte dont l'ouvrage s'effondre, comme si un architecte avait posé les fondements
de quelques bâtiments en terre de suffisante épaisseur, profondeur et de bonne matière. Donc il a bien pris la mesure du sol, il a fait tous les travaux d'ingénierie nécessaires pour poser ses fondations. Et le dit bâtiment, tôt après, tomba par terre à cause de quelques cavités ou veines de terre non solides qui étaient plus bas que les dits fondements, inconnus du dit architecte. Lors, il ne doit être blâmé ni son art. Et donc, cette dernière citation nous rappelle que même si l'œuvre des naturalistes est construite et que c'est un bâtiment, elle ne repose toujours que sur la nature qui peut recéler des cavités cachées et traîtresses qui vont faire s'écrouler même l'œuvre la mieux construite. Dans tous les cas, en tout cas, vous le voyez, on a d'abord recours, et c'est ce qui vient d'abord, sous la plume des anatomistes et des naturalistes, on a d'abord recours à cette métaphore architecturale pour légitimer le discours, décrire le geste d'écriture, la construction de l'œuvre. Et je pense que justement, dans ce rapport difficile du naturaliste à la nature qu'il doit imiter, il y a la volonté de marquer ce qui fait le geste, enfin ce qui est spécifiquement humain, justement, on en revient aux discussions qu'on avait tout à l'heure, marquer ce qui est spécifiquement humain, de non réductible au reste du monde dans le travail du savant. Et il s'agit de poser quand même, contrairement à ce qu'ils disent, de poser la singularité de l'œuvre écrite par rapport à la nature qu'elle prétend refléter. En même temps, c'est très ambigu parce que cette métaphore architecturale, elle s'enracine évidemment dans une autre forme, dans une autre métaphore qui est celle du Dieu architecte. Et donc là aussi, on la trouve par exemple chez Charles Étienne, qui rappelle que ce corps qu'il admire, c'est le produit de l'architecture divine, et que donc Dieu, vous le voyez dans cette citation-là, est le souverain ouvrier et bâtisseur des choses naturelles. Et donc la composition, l'architecture du corps est quand même le fruit de la main de Dieu. Et là, évidemment, il y a de longues interrogations à avoir sur le fait de savoir si finalement ce bâtiment artificiel n'est pas d'abord un corps naturel. Donc toutes ces métaphores se tiennent et nous ramènent aux métaphores biologiques parce que malgré cette présence importante et par rapport auquel les métaphores biologiques vont faire sens, c'est pour ça que j'ai pris le temps de ce détour, on rencontre quand même beaucoup de métaphores biologiques, surtout végétales, dans le métadiscours des naturalistes et des anatomistes. Alors on les trouve surtout dans les préfaces et les épîtres dédicatoires, moins dans le corps du texte qui ensuite est un texte en général extrêmement technique et descriptif, mais on en trouve beaucoup et il y a deux choses qui m'ont intéressée, enfin trois. D'abord, elles jouent avec les références poétiques qui sont bien connues de ces savants qui sont tous des lettrés, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, elles sont assez remarquables par la variété de significations qu'elles mobilisent, alors, dans lesquelles on va entendre des échos de ce qu'a dit Virginie, mais aussi des choses nouvelles qui ne sont pas forcément dans les arts poétiques. Et puis, la troisième raison pour laquelle je les ai trouvées intéressantes, c'est qu'elles ne servent pas tant en fait, à modéliser le discours lui-même qu'à créer tout un contexte autour des questions du développement des savoirs, de la transmission des savoirs, du pacte de lecture, ce qui fait qu'en fait elles dialoguent avec les métaphores architecturales et que souvent on trouve les deux chez les mêmes auteurs et ils délèguent des significations différentes à la métaphore architecturale et aux métaphores végétales. Alors, pour les anatomistes et les naturalistes, il me semble que le point de départ fondamental qui permet d'unifier leur utilisation, vous allez le voir, assez variée de ces métaphores, c'est évidemment l'idée de la toute-puissance divine ou naturelle qui s'exprime dans le processus de germination. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'on trouve exprimé très clairement, par exemple, dans un texte qui est important pour les arts poétiques comme pour la science, qui est l'agriculture et maison rustique de Jean Liébaud. En regardant la nature, nous y découvrons l'incompréhensible puissance et grandeur de Dieu qui d'un si petit grain, pépin, noyau, tendre sillon et menu plante, fait naître arbres, herbes et fruits infinis. Donc là, l'image fondatrice, c'est celle de cette croissance presque miraculeuse, cette croissance incompréhensible. Et du coup, chez les savants que je fréquente au quotidien,
les métaphores végétales ou horticoles, parce que c'est exactement, hein, là aussi on va retrouver beaucoup de choses de ce qu'a dit Virginie, il n'y a pas simplement des métaphores strictement végétales, il y a beaucoup d'images liées plutôt à l'agriculture ou au jardin. Ces métaphores servent quand même d'abord à dire soit le résultat du travail accompli par le savant, soit plutôt, donc là on est en aval, soit en amont, à décrire le processus d'élaboration. Donc on est avant ou après l'élaboration du discours. Et la Framboisière, par exemple, toujours lui, utilise aussi l'image du jardin, alors parallèlement à celle du corps politique. L'image du corps politique lui sert à décrire la structure et l'articulation de ses œuvres complètes, hein, sur lesquelles il a beaucoup réfléchi. Celle du jardin lui sert à décrire quelque chose de très différent, alors dans lequel on retrouve justement l'écho des poétiques, qui est qu'il présente aussi son texte comme un lieu de mise en ordre d'une matière savante qu'il n'a pas produite lui-même, hein, qu'il a empruntée à d'autres médecins, mais qu'il a agencée de manière nouvelle et plus esthétique pour l'offrir au lecteur. Alors il faut préciser que Nicolas Abraham de la Framboisière a écrit des œuvres absolument monumentales dont à peu près aucun mot n'est de sa main, donc il a subi de violentes critiques, parce que même pour un auteur de la Renaissance, on a trouvé qu'il était allé un peu loin dans l'imitation littérale, donc il se défend de cette accusation de plagiat en disant oui, j'ai recopié tout le monde, mais c'est pour en faire un beau jardin. Donc c'est le passage que vous avez là. Je confesse avoir effleuré tout ce que j'ai vu de plus exquis appartenant à mon sujet dans les jardins des médecins, philosophes, théologiens, astrologues, cosmographes, orateurs, poètes et autres écrivains grecs, latins, arabes et françois, tant anciens que modernes, donc il n'oublie personne, hein, pour l'agencer par beaux compartiments dans mon parterre, duquel les portes sont ouvertes à chacun pour aller goûter le fruit. Donc on a trois choses, le réagencement, l'ouverture des portes du jardin, là c'est une réplique directe aux médecins de l'université qui veulent enclore le savoir, et en particulier sur la rivalité latin-français, et le fruit nouveau qui va quand même naître de ce réagencement. Et on voit qu'il y a quand même dans cette image qui est une justification contre les accusations qui lui ont été portées, il y a quand même un passage que je trouve intéressant du jardin au parterre, donc qui suppose une mise en ordre, un parterre qui est reconstruit. Et ce réagencement n'est pas gratuit parce que non seulement il est esthétique, la Framboisière le dit plus loin, hein, il y a un ordre plaisant, etc. Mais il produit de nouveaux fruits, ou en tout cas il rend les fruits accessibles à un lectorat qui n'y avait pas accès. Et donc ici on a un réemploi de cette métaphore qu'on trouve ailleurs, hein, évidemment, qui n'est pas nouvelle en soi, mais pour décrire le travail du vulgarisateur, qui est un jardinier d'ornement plutôt qu'un producteur, hein, mais qui pour autant produit quand même de nouveaux fruits. Et les lecteurs ne s'y sont pas trompés, puisque dans les pièces encomiastiques, il a aussi eu quelques compliments, dans les pièces encomiastiques qui accompagnent son œuvre, un autre médecin, hein, qui est Jacques Guillemot, a écrit un sonnet à la gloire de la Framboisière. Alors il n'y a pas le dernier tercet, mais je l'ai relevé parce qu'on y retrouve justement l'image de l'abeille. Voilà, notre médecin donc implicitement comparé au poète, hein, comme sur le printemps nous voyons les avettes errer de ça, de là, volée, les mailles des belles fleurs de tous côtés piller et en faire leur miel pour remplir leurs ruchettes. Ainsi, pour l'ornement de l'art que tu projettes, tu viens subtilement, ça se discute, hein, des bons auteurs embler toutes les belles fleurs et tu les assembler par beaux compartiments dans tes œuvres parfaites. Tu nous en fais goûter la framboise des fruits dedans ta framboisière, heureusement produit docte fils d'Hippocrate qui tant de bien nous donne. Voilà. Et donc, hein, le médecin finalement a le droit d'être comme un poète, hein, qui utilise le matériau antique et de ne pas simplement et de ne pas être forcément un médecin original. Et la Framboisière a construit sa carrière, hein, sur cette analogie. Alors, l'image du parterre, on la retrouve chez François de Fougerolles, alors, qui est le traducteur de Bodin, hein, du théâtre de la nature universelle de Jean Bodin. Et dans l'épître liminaire dans laquelle il explique son geste de traducteur, Fougerolles utilise cette image pour expliquer le travail de Bodin. Donc, ça n'est pas Bodin qui l'utilise, hein, c'est Fougerolles, pour expliquer justement que la particularité
de l'œuvre de Bodin par rapport à d'autres, c'est que c'est une œuvre qui exploite toutes les ressources du savoir et que donc, il a en quelque sorte greffé sur la philosophie naturelle officielle des ressources venues d'ailleurs. Ce n'est donc pas sans cause si je vous offre la version de son livre auquel il a voulu insérer, comme dans un parterre, et on retrouve cette image du jardin ordonné, tous les plus beaux sillons de cette diverse connaissance. Et donc il y a à la fois l'image de l'ordre et l'image de la greffe, sauf qu'ici, ça n'est plus du tout le pillage des sources qui est évoqué, mais plutôt la reconfiguration des savoirs par, littéralement, bouture des disciplines les unes sur les autres. Et c'est une image qui, avant Fougerolles, je remonte dans le temps, était aussi, qu'on trouve aussi dans la dédicace par Mattioli à Maximilien II, de ses commentaires sur la matière médicale de Dioscoride. Alors c'est une dédicace, c'est important, c'est la dédicace de la version à la fois amplifiée et illustrée, parce que la première édition des commentaires de Dioscoride ne comporte pas d'illustration. Et puis il y a une très belle édition vénitienne fondée en particulier sur les observations venues du jardin botanique de Padoue qui a été créé entre-temps, et donc dont le texte est augmenté et qui comporte des planches botaniques absolument remarquables. Et là, nouvel avatar de l'image, le réagencement horticole relève aussi clairement d'une forme d'amplification de la connaissance par le travail et aussi par amélioration de la plante elle-même, qui est une notion sous-entendue, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète, par le passage de l'image du jardin à l'image du verger. Donc par quoi ceux qui jusqu'ici se sont servis du petit jardin de Mattioli, maintenant peuvent prendre leur plaisir en son verger très ample, donc on retrouve implicitement forcément l'image du fruit, les portes duquel sont ouvertes à tous ceux qui y veulent entrer. Donc on peut penser que la framboisière a lu les commentaires de Mattioli sur Dioscoride. Là, Mattioli utilise une image qui sert aussi par ailleurs à organiser un grand nombre de recueils ou d'ouvrages botaniques ou non, qui est évidemment la métaphore de l'œuvre jardin, qu'on trouve par exemple dans l'Hortus Sanitatis, qui est un recueil de plantes médicinales, où l'on explique qu'on va pouvoir se promener et cueillir ces fleurs. Donc ici, on a une métaphore alors, qui est plus strictement horticole que végétale, mais qui, vous le voyez, sert à sceller un pacte de lecture, plus qu'à légitime le discours dans le geste d'offrande au lecteur plutôt que dans la construction, parce que ça permet d'insister sur la croissance régulière du savoir et sur sa divulgation, qui sont ainsi corrélées. Je remarque quand même que dans toutes ces métaphores ou ces comparaisons, on a un implicite qui est que la nature évoquée est toujours une nature domestiquée. C'est une plante qui est conduite par l'homme, qui sert de métaphore au livre, que le travail des plantes consiste justement à les mettre en ordre de manière fonctionnelle et esthétique, à les améliorer par la greffe, pour redessiner une sorte de géographie savante, ou à les forcer pour les faire produire plus. Mais dans tous les cas, on n'est pas tout à fait dans une image naturelle parce que la main de l'homme est présente. Alors, du coup, ça m'a conduit à me demander si on pouvait trouver des métaphores plus strictement végétales, pas forcément complètement débarrassées de la main de l'homme, parce qu'en fait c'est difficile, on s'aperçoit que la main de l'homme est toujours présente derrière ces métaphores qu'on qualifie de végétales, mais qui sont aussi d'une certaine façon des métaphores du travail humain. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a semblé intéressant chez Belon, chez Pierre Belon. Donc les naturalismes montpelliérains, de toute façon, sont une source majeure pour la réflexion sur la construction du discours naturaliste, parce que c'est celui peut-être qui exploite le plus nettement cette imagerie végétale complexe, et il l'affile assez longuement avec des sens différents. Alors il commence par l'utiliser justement là, de manière vraiment, dans un système référentiel vraiment naturel, pour dire le renouveau des bonnes disciplines. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui m'a semblé important par la longueur et l'importance que Belon lui donne, donc ces disciplines, lesquelles, à leur tant heureuse et désirable renaissance, tout ainsi que les nouvelles plantes après l'âpre saison de l'hiver reprennent leur vigueur à la chaleur du soleil et sont consolées de la douceur du printemps, semblablement ayant trouvé un incomparable mécénas et favorable restaurateur si propice,
n'arrêtèrent guère à pulluler, à produire leurs bourgeons, puis émaillant leurs drageons et couvrant leurs tiges de nouvelles verdures, et parvenus en leur saison d'été gracieux, chacune s'est très bien ornée de moult belles fleurettes, dont ayant pu engendrer le fruit délectable, etc. Donc on a vraiment une description précise et assez technique, hein, dans certains termes, les drageons, etc., de ce processus de germination sous l'action du soleil, qui est évidemment le roi, mais c'est un peu plus loin dans le texte. Hein, Belon dit ensuite que ces fruits, justement, maintenant que grâce à cette action de la nature, du soleil, ces fruits ont repoussé, on peut les cueillir au délectable jardin, et ces fruits cueillis au délectable jardin sont hantés de greffes exquises sur les plantes de Minerve. Hein, et là, il ne nous dit pas qui a greffé les plantes. On a l'impression dans le texte qu'elles se sont spontanément mélangées. Hein, voilà. Autre utilisation que j'ai trouvée intéressante, c'est dans un texte qui sent le soufre au sens littéral, qui est le traité de la matière spagyrique de Joseph Duchesne. Alors Joseph Duchesne est un médecin à tendance alchimique, il est paracelsien mais modéré, hein, voilà. Mais il a quand même été pris dans une très très violente querelle avec les médecins de l'université au début du XVIIe siècle, et donc il prend un certain nombre de précautions quand il publie en français des textes à connotation paracelsienne. Hein. Et là, il va utiliser, on revient à des métaphores, alors non plus horticoles, mais franchement agricoles, mais vous allez voir, ça se complique, pour à la fois parler de son geste de savant, de son geste d'auteur, et aussi des précautions que prend un médecin un peu sulfureux dans le contexte du début du XVIIe. Il utilise d'abord une métaphore agricole pour, justement, comme on l'a vu, sceller un pacte de lecture, hein, mais un peu particulier, puisque là, la matière est dangereuse. Les anciens auteurs voulant jadis moissonner les fruits de leurs travaux, donc là, on est encore dans un autre usage, hein, de la métaphore, puisque c'est l'auteur lui-même qui a une récolte sous la main et dont il va choisir les éléments. Donc, et y mettre à bon escient la faucille, donc voilà l'instrument agricole qui manquait tout à l'heure. Saouler premièrement en cueillir quelques parties, afin de l'offrir en sacrifice et avoir le jugement de quelques sacrificateurs sur la maturité des ceux. À leur imitation, je me suis proposé de vous présenter et soumettre à votre censure 1 ou 2 épis de ma prochaine moisson. Donc voilà, il est prudent et il envoie, hein, ces épis comme test, à la fois pour en apprécier la maturité, mais enfin surtout, on l'entend bien, pour qu'on en apprécie la dangerosité. Alors pourquoi donc n'offrirais-je pas des épis à de si grands mécénas pour en être juge, avant que, sous espérance d'une moisson plus plantureuse, je choisisse un temps plus opportun. Et puis, ensuite, il fait glisser l'image, hein, vers des considérations sur le geste de lecture de son lectorat, mais aussi sur la composition du traité. Et il unit les deux choses. Hein. Et là, on a ce qui est assez rare, un métadiscours explicite. Hein. Il reste que je dis aussi quelque chose de mon écrit. Si d'aventure j'éclos un fruit trop hâtif et non mûr, voire indigne d'être honoré de votre défense et protection, j'espère néanmoins que vous le prendrez de bonne part, que si vous daignez seulement honorer de votre lecture, peut-être y trouverez-vous des fruits plus grands que je n'espère, car en ce mien labeur, j'ai tellement employé les forces de mon esprit qu'il n'y a rien que je n'ai puisé en l'une et l'autre médecine, hippocratique et trismégiste, dont j'ai pris tout ce qui se pouvait tirer de secret. Toutefois, j'oserais bien dire que j'y ai choisi les fleurs de l'une et l'autre médecine pour en composer un bouquet, lequel, si je ne me trompe, rendra une odeur suève à vos narines, car en ce petit bouquet, je trouve ici renouveler la philosophie hermétique, laquelle rend une saveur très douce et fort agréable. Donc, il y a deux choses que je trouve intéressantes ici. C'est l'idée que finalement, la composition de l'œuvre, à l'image d'un bouquet, va posséder un parfum assez puissant pour séduire un lecteur qui peut être un peu réticent. Et d'autre part aussi l'image du fruit inattendu, que je trouve très intéressante, parce que le labeur de l'écrivain et du savant peut peut-être faire jaillir dans l'esprit du lecteur un fruit inattendu. Et donc là, on retrouve justement autour de la question de l'art et de la nature, hein, quelque chose que je n'ai pas rencontré ailleurs, qui est cette idée du fruit inattendu. Je ne crois pas l'avoir trouvé dans d'autres textes,
qui insiste en général toujours au contraire. Donc là, il y a un soin très important, mais qui finalement peut viser quelque chose de nouveau. Et cette dernière image me conduit encore à une autre utilisation de ces métaphores horticoles et végétales que j'ai trouvées chez mes auteurs. C'est encore un déplacement dans lequel, et là on arrive à la question des frontières entre les règnes, dans lesquelles la métaphore va être appliquée, on en a eu un aperçu tout à l'heure, à la culture de l'esprit. Ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre de savants qui eux-mêmes sont censés produire un savoir nouveau sur la nature. Et je vous en montre deux exemples dans Jean de Lestrade, donc, qui est le traducteur du traité des odeurs de Théophraste. Alors là aussi, c'est dans sa traduction qu'on trouve, enfin c'est dans le métadiscours sur sa traduction qu'on trouve des choses. Et ici, il remercie son protecteur. Alors c'est bien raison qu'aujourd'hui vous perceviez les premiers fruits de votre semence, car ayant été cultivé et ensemencé par votre labeur et moyen, ne serait-il pas fort alien de toute honnêteté si, à l'imitation du champ fertile, je n'attachais récompenser celui qui a été tant soigneux de ma culture. Et alors c'est intéressant parce qu'à la fois on a la main nécessaire du cultivateur, mais en même temps, l'esprit champ fertile semble devoir produire de lui-même cette récompense offerte à l'auteur. Et on a la même chose chez Scipion Dupleix, on a tout chez Scipion Dupleix, qui remercie alors lui très explicitement ses professeurs de philosophie, sortant des mains de M. François Royer-Bourguignon, qui par son mûr jugement richement orni de vertu et science a si accortement manié et industrieusement cultivé plusieurs esprits gascons. Vous voyez qu'il n'y a pas de conflit entre les terroirs. Le Bourguignon cultive sans problème le gascon, même entre les tumultueux et sanglants vacarmes de Mars, que s'étant arrêté parmi eux, ainsi qu'un bon père de famille qui a replanté des sauvageons, hantés en leur saison, émondés, appuyés, bien entretenus, il a le contentement et l'honneur de leur voir produire de beaux et agréables fruits. Et donc ici, cet usage de la métaphore végétale et horticole est frappante parce qu'elle ne qualifie plus le résultat du travail accompli par l'œuvre, ou dans l'œuvre, ni même simplement la relation de communication, mais elle définit l'œuvre savante comme le résultat d'une germination de l'auteur lui-même, dont l'entendement devient matière à travailler, au même titre qu'un espace végétal, mais qui, une fois bien travaillé en ces jeunes années, pourra produire tout seul. Il y a aussi cette idée-là qui est cachée, parce que, évidemment, Dupleix, par exemple, remercie ses professeurs, mais explique ensuite qu'il va pouvoir voler de ses propres ailes. Et dans les rééditions ultérieures, d'ailleurs, un certain nombre de remerciements disparaissent. Visiblement, il s'est trouvé suffisamment installé pour pouvoir cesser de remercier. Ne prenez pas modèle sur lui. Voilà. Alors, la remarque que je ferai, parce que là aussi la métaphore n'est pas nouvelle, de l'esprit cultivé, mais elle est très appuyée. Et je crois qu'elle n'est pas là par hasard, parce que cette façon de considérer l'esprit à l'image d'un sol ou d'une plante est, chez les naturalistes et les médecins, liée justement à ce regard particulier que j'évoquais pour commencer. C'est-à-dire que les naturalistes comme les médecins sont invités à regarder à l'intérieur des corps. Et ça, c'est quelque chose aussi qui revient tout le temps. Rondelet, par exemple, explique qu'il a fait pêcher des poissons partout en Méditerranée et puis qu'il les a ouverts et dépecés. Et Belon rappelle qu'Aristote, pour nous enseigner la différence des animaux, ne s'est pas, non, je n'ai pas la citation, Ali Brel, je vous la lis, ne s'est pas contenté de décrire leurs marques extérieures, mais observant les anatomies d'un chacun, a voulu compter les côtes des serpents, nombrer les boyaux des poissons. Et ce regard intérieur, justement, permet de faire apparaître les différences respectives de chaque animal. Et là, j'en reparlerai, on retombe sur cette obsession de la classification, mais aussi de percevoir l'unité du vivant, au-delà des apparences. Et on a un usage très intéressant de cette métaphore végétale et du rapport avec le corps chez André Tevet, alors qui n'est pas à proprement à parler à naturaliste, qui est un cosmographe, mais qui rapproche le corps humain et la production végétale dans une même représentation, et il unit le végétal et le corps dans une réflexion justement entre l'extériorité et l'intériorité, et en particulier l'extériorité décevante et l'intériorité révélatrice.
Prenons exemple premièrement au corps humain. Tout artifice et excellence de nature est caché au-dedans, ce qui va contre quand même tout un discours sur la beauté extérieure des choses, etc. Et donc est caché au-dedans et centre de notre corps, même de tout autre corps naturel. Donc il y a une identité profonde entre le corps humain et le corps naturel qui est le fait que le trésor est intérieur. Le superficiel et extérieur n'est rien en comparaison, sinon que de l'intérieur il prend son accomplissement et perfection. La terre nous montre extérieurement une face triste et mélancolique, couverte le plus souvent de pierres, épines et chardons ou autres semblables, mais si le laboureur la veut ouvrir avec soc et charrue, il trouvera cette vertu tant excellente, prête de lui produire à merveille et le récompenser au centuple. Aussi est la vertu végétative au-dedans de la racine et du tronc de la plante, remparée alentour de dure écorce, aucune fois simple, quelquefois double, et la partie du fruit la plus précieuse où que cette vertu de produire et engendrer son semblable est serrée, comme en un lieu plus sûr, au centre du même fruit. Alors ici, il fait référence littéralement à la plante, mais en comparaison, pour apporter un comparant avec le corps. Et dans sa cosmographie, alors là, on est dans les singularités de la France antarctique, et là aussi, je n'ai pas reproduit la citation parce qu'elle est très brève, je vous la lis, mais dans sa cosmographie universelle, donc dans un autre texte, j'ai trouvé un écho. Tevet, justement, rappelle que l'entendement humain appelle la culture, comme la terre, et il justifie la variété des sujets traités dans son œuvre, afin que l'œuvre composée de diverses matières puisse recréer l'entendement humain, qui est semblable aux terres, qui demande diversité et mutation de semences. Et Belon, et je pense que c'est le point d'aboutissement de cette comparaison, affirme que la réflexion sur le processus naturel de la génération est, d'une certaine façon, l'essence même de la réflexion scientifique. C'est ça qui doit amener l'homme à réfléchir sur le monde, à imaginer justement cette vertu générative incompréhensible qu'on avait dans le traité de Charles Étienne. Quelle chose se pourra proposer l'homme qui lui doivent sembler de plus grande admiration que d'imaginer la vertu d'une petite semence dont est pu engendrer un arbre si haut élevé en l'air, quand une si petite portion de matière issue des entrailles d'un animal se doivent engendrer une si grosse masse de chair et que d'un si petit œuf doivent naître un si grand oiseau. Et donc, ce regard à l'intérieur devient l'occasion d'une abolition des frontières parce que l'homme, au fond, n'est pas différent du reste de la création quand on le regarde au-dedans, car comme la plante, son bien le plus précieux, c'est cette vertu générative qu'il peut appliquer aussi bien à son corps qu'à son esprit. Et en imaginant une petite semence, l'homme s'imagine lui-même, il imagine aussi toutes les potentialités de son esprit, et en fait c'est comme ça qu'il s'approche au plus près de Dieu, puisque c'est la vertu incompréhensible du monde. Alors, si j'ai encore un tout petit peu de temps, si c'est possible, mais je passerai vite parce que là c'est plus des pistes de lecture que je voudrais soumettre à la réflexion. Quelque chose aussi qui m'a semblé important et auquel, en tout cas, moi j'attache beaucoup d'importance, je crois beaucoup à cette interprétation-là, c'est que tout ce discours, qui est un discours apparent sur la nature et qui joue avec la topique de ces métaphores végétales, renvoie à un système d'organisation plus complexe et plus profond, dans lequel le modèle de l'arbre et le principe de l'arborescence jouent un rôle essentiel. Alors le problème, c'est que c'est quelque chose que, je vais le dire franchement, je perçois à la lecture de ces textes, mais qui n'est jamais clairement nommé. C'est-à-dire que je suis persuadée que ces savants, en particulier les naturalistes, et surtout les aristotéliciens, travaillent avec en tête le modèle de l'arbre, mais ils ne le disent jamais clairement. Et en général, alors je rappelle cette citation célèbre, on fait remonter à Descartes une réactivation du modèle ancien de l'arbre de la philosophie qui est déjà présent chez Sénèque, par exemple, mais aussi avant, chez un certain nombre de philosophes grecs. Toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences, etc. Bon. Et on fait en général
de cette définition qu'il y a chez Descartes, le symbole d'une rénovation du savoir qui est un savoir qui s'ouvre par opposition au savoir scolastique qui serait un savoir clos. Et je défends l'idée que les aristotéliciens déjà réfléchissent sur le modèle de l'arbre, hein, et justement, Scipion Duplex ne parle pas d'arbre, mais il a une réflexion extrêmement intéressante quand il justifie le plan de son œuvre. Hein, donc il explique, c'est après les métaphores architecturales dont j'ai parlé tout à l'heure. Après la métaphore architecturale, il explique comment doit travailler un bon orateur et un bon chef de guerre, qui doivent maintenir l'ordre dans leurs troupes, etc. Et il conclut, hein, c'est pourquoi je me suis principalement étudié à étayer et dresser cette œuvre de la science naturelle sur le modèle de la nature même, donc voilà notre modèle, laquelle, ayant son ordre établi de la divinité, je ne saurais faillir en l'imitant, vu même que plusieurs grands personnages des siècles passés m'ont frayé le chemin, et entre tous les autres, l'inimitable et incomparable Aristote. Donc Aristote a imité Dieu, et Duplex imitant la nature imite en fait Aristote. Hein. Et ensuite il explique, je diviserai ce mien œuvre en 8 livres, et en fait on comprend que le modèle de la nature, c'est en fait le modèle du corpus aristotélicien. Et il divise en 8 livres parce qu'il y a 8 livres dans la physique, sauf qu'il fait rentrer en 8 livres tout le corpus naturel aristotélicien. Donc c'est un jeu assez compliqué avec les 8 livres de la physique dans lesquels il insère les autres. Et il explique très précisément que l'intérêt de cette méthode, hein, c'est effectivement qu'elle commence par un tronc commun. Alors c'est toujours pareil, le problème c'est qu'il ne nomme pas, mais les principes communs, généraux, etc. Et ensuite on descend, alors c'est le terme qui est utilisé et qui revient aussi chez d'autres. On descend du général vers le particulier et on suit des matières qui s'éloignent de plus en plus du tronc. Donc, même si les mots n'y sont pas, hein, on a une image d'un arbre. Alors, celui de Descartes, on a remarqué qu'il n'était pas enraciné. Ceux des aristotéliciens, ce sont des arbres inversés, c'est-à-dire qu'ils ont les racines au ciel et ils ont tous ce terme qui revient, qui est de descendre au particulier. Et donc, alors il explique hein, soigneusement, mais je passe. Justement comment fonctionne l'ordre aristotélicien qui va du général jusqu'à la plus petite particularité qui permet de suivre ce chemin. Et à la même époque, il y a quelque chose de très intéressant chez un des grands philosophes padouans de la fin du XVIe siècle, qui est Giacomo Zabarella, qui explique justement contre tout ce qu'on a dit après, que le corpus aristotélicien est la condition même d'une science vivante, parce que la philosophie d'Aristote n'est pas parfaite en elle-même, mais qu'elle est parfaite dans sa structure. Et pourquoi est-ce qu'elle est parfaite dans sa structure? Parce qu'on peut prolonger la pensée d'Aristote, et parce qu'on peut insérer à sa juste place un savoir nouveau qu'Aristote ignorait. Et donc on a, là aussi, sans que ça soit nommé, l'image d'un possible embranchement nouveau. Et donc, cette figure de l'arbre qui ensuite est activée par Descartes, je suis persuadée que Descartes l'a puisé, hein, comme beaucoup de choses dans son savoir scolastique. Et chez Belon, on a l'une des seules réflexions explicites que j'ai trouvées chez les naturalistes sur la question de l'ordre. Alors, l'arbre n'y est pas nommé, mais le corps y est, et là encore une fois, je pense qu'on a clairement deux modèles opposés. On lit la citation, par ainsi, il y est à savoir qu'il y a deux manières d'ordre, donc il parle de la façon de traiter la nature, l'un venant du haut en bas, qui est celui que les anciens philosophes norment l'ordre résolutif, hein, qui est interprété en français déjoignant l'ensemble, donc il y a l'ordre de la ramification. L'autre ordre est montant du bas en haut, nommé en latin compositif. Les hommes, en toutes leurs opérations, tant de l'esprit que du corps, se tiennent en l'ordre compositif pour monter de bas en haut, pour conjoindre et assembler leurs ouvrages en un corps, ou bien à l'ordre résolutif, descendant de haut en bas pour séparer et défaire les pièces d'ensemble et en faire diverses parties. Et alors, je passe parce que là j'avais prévu beaucoup d'autres citations, mais justement, quand on trouve l'image du corps, on la trouve assez rarement. On la trouve justement pour renvoyer à des compositions ou à des positions de l'auteur. Par exemple, Ambroise Paré explique que, en tant que membre du corps social, il se doit d'être à sa place et de jouer la fonction qu'on lui a assignée. Et la Framboisière, justement, on l'a vu, l'utilise pour parler de ses œuvres complètes. Jacques d'Aléchamps, qui écrit une grande histoire des plantes en 2 volumes, dans le premier volume, n'utilise pas cette image parce que c'est
une distinction des espèces. Mais dans le deuxième volume, qui est un recueil de lexique qui permet de faire la concordance entre les plantes et les maladies humaines, il parle de corps parce qu'il recompose effectivement quelque chose sur la base du lexique. Et donc, ça fonde, je passe, ça fonde vraiment cette méthode de distinction dans lequel, voilà, là aussi, je vous laisserai éventuellement le PowerPoint pour qu'il y ait les citations qui manquent. Il y a une véritable obsession de la différence spécifique. Et là, on retombe sur ce. L'obsession de Scaliger, en fait, est une obsession effectivement des naturalistes. Et là, ça rejoint des choses qu'on a dit il y a longtemps au colloque sur Foucault et la Renaissance, qui est que la pensée majoritaire de ces aristotéliciens n'est absolument pas dominée par l'analogie, qui est la pensée en corps, mais au contraire par l'obsession de la différence spécifique. Et là, je crois qu'on touche à quelque chose de très profond. Et je ne sais plus du coup où est la citation. Je ne sais plus ce que j'en ai fait, du coup je suis perdue dans mon PowerPoint, dans lequel effectivement Belon, toujours lui, dit qu'un philosophe qui considère la nature du corps d'un animal peut le considérer par l'ordre compositif, et à ce moment-là, il parlera de son être, les éléments, les tempéraments, les humeurs, etc. Et s'il le considère par l'ordre résolutif, il le dépaisse et sépare, et il pense chaque petite partie à part soi. Voilà comment il explique les choses. Et on arrive à cette conclusion qui est très importante et qu'on a chez Belon. L'homme n'étant qu'une espèce ne doit être pris que pour un particulier, c'est-à-dire que finalement, cet homme dont on fait la louange sur certains plans, qui est unique, distinct de la création, ça n'est aussi jamais qu'une ramification de ces branches du savoir. Alors, comme il est midi et demi, je vais condenser en 3 mots ce que je voulais dire ensuite. Cette logique arborescente, elle me semble être une des raisons pour lesquelles la logique se transforme à la fin de la Renaissance en redevenant vraiment une logique instrumentale pour construire le discours et plus du tout une philosophie du langage comme chez les logiciens de la fin du Moyen-Âge, parce que justement, c'est vraiment l'instrument d'une pensée par division et non plus par démonstration. Et là, il y a un glissement très important qui est qu'on ne démontre plus la nature, mais qu'on la divise et qu'on établit des ramifications. Du coup, ben voilà la citation que je voulais vous faire lire. Du coup, juste pour vous montrer, il y a des trace objective de ce que je raconte, évidemment. Alors bon, Raymond Lull n'est pas le philosophe modèle, mais on sait qu'on le lit beaucoup à la Renaissance, et vous avez des modèles d'arborescence de la science, et ces modèles, on trouve des images, ça c'est la Margarita Philosophica de Reich, dans lequel la logique part en chasse, vous voyez, d'une mise en ordre de la nature. Et puis il y a évidemment l'arbre ontologique de Porphyre, qui divise les substances ontologiques suivant un modèle, alors qu'on a par exemple chez Duplex, là aussi j'avais la citation mais c'est trop long, et donc lui il le fait par le discours sans nommer l'arbre, mais derrière évidemment il y a cette image de l'arbre des substances, et ça se traduit dans les textes de la Renaissance aussi par ça, c'est-à-dire que voilà l'apparition des arborescences qui s'appliquent d'abord aux choses naturelles, mais qui s'appliquent, donc voilà typiquement une arborescence sur la physique aristotélicienne, qui s'applique donc ensuite à chaque phénomène, mais qui s'applique aussi, alors là on n'arrive pas à voir, mais par exemple ici à l'ordre de la rhétorique, donc il y a des grands arbres de rhétorique, des figures, etc. Et on a quand même juste 2 choses, alors j'ai un peu bouleversé l'ordre. Chez Duplex, justement, en tête de la logique, on retrouve quelque chose dont je me demande aussi si Descartes ne le lui a pas emprunté, qui est cette idée que l'esprit humain a conservé quelques semences de savoir et que ces semences ne peuvent être cultivées que par un art qui est la logique, puisqu'on est dans la préface de la logique, pour arriver, vous le voyez, à parfaite maturité, etc. Donc cette image-là est extrêmement importante. Et puis par ailleurs,
Je pense aussi que c'est la méthode qui est utilisée par les naturalistes pour créer, pour légitimer l'apparition de nouvelles espèces. Et là, c'est un texte que j'aime beaucoup chez Jean de Léry, où il décrit le tapir, qu'il compare à un âne, à une vache. C'est une méthode qui vient de Pline. Il a la forme d'un âne, etc. Il est demi-vache, demi-âne, il a des oreilles plus longues. Enfin, il y a toute une description qu'il compare à divers animaux. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que à un moment dans le texte, il y a ce glissement que je vous ai mis là en gros, pour poursuivre la description de leurs animaux, les plus gros qu'ils aient après l'âne-vache. Et cet animal qu'il a commencé par appeler le tapis-roussou, en expliquant que c'était une sorte de monstre composite, tout à coup il l'appelle l'âne-vache. Et on a exactement la création d'un embranchement nouveau entre deux branches du savoir. Donc je crois vraiment que c'est un modèle qui travaille très en profondeur la pensée et qui explique, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on finisse par ça, qui explique la démarche de quelqu'un comme Scaliger, parce que les aristotéliciens de la Renaissance, et on s'aperçoit finalement aujourd'hui qu'ils sont nombreux et majoritaires, pensent vraiment avec ce modèle-là, et ce que disait Virginie sur le modèle sous-jacent qu'on va chercher dans le commentaire sur les plantes, qui explique sa logique poétique. Et je pense effectivement quelque chose de très important. Je finirai juste en disant, je vais trop loin, que la métaphore architecturale et la métaphore de l'arbre se rencontrent parce que Duplex explique par exemple qu'un ingénieux architecte va construire pour son prince un palais avec de grandes salles d'apparat et puis ensuite des pièces de plus en plus petites dans lesquelles le savant pourra se réfugier. Et lui-même construit son texte de la même façon, c'est-à-dire que plus il est près de la source aristotélicienne, plus le style est sec, sans métaphore, calqué sur la logique, et plus on s'aventure dans des branches qui s'éloignent du tronc commun, plus le style est fleuri, on voit apparaître des citations poétiques, on voit apparaître des anecdotes, on voit apparaître de l'occitan, etc. Et là aussi, il ne dit jamais que son style se fleurit en s'éloignant, mais c'est extrêmement net, il s'autorise une sorte de desserrement stylistique qui métaphorise stylistiquement le modèle de l'arbre. Voilà, je m'arrêterai là parce que sinon nous allons être obligés de manger les tapirs et les fleurs de courge. Les ânes vaches. Les ânes vaches. Merci. Merci. Merci infiniment pour cet éblouissant parcours. J'ai vraiment l'impression que cette thématique a inspiré nos conférencières. Merci aussi d'avoir problématisé cette question de l'écart, finalement, comment utiliser un domaine référentiel qui fait lui-même l'objet du discours, et cette nécessité alors d'aller recourir à des métaphores hors nature. Je trouvais très intéressant comme tu avais posé ce problème. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais tout de suite ouvrir la discussion. J'aurais juste un petit commentaire sur la représentation que tu as montrée du cœur de philosophie avec l'arbre de Porphyre. Je ne sais pas si tu peux juste y revenir, parce que dans mon souvenir, ce qui est assez ironique dans cette image, c'est qu'il utilise un arbre pour structurer le savoir. Ah, oula, ouais, non, il faut que je remette le diaporama. Non, mais sinon. Non, mais voilà, elle doit être. Elle est là. Oui. Parce que j'avais regardé cette image et il me semble, si tu veux, que autant l'arbre est très présent, si tu veux, comme moyen d'organisation du savoir, autant il est absent ensuite dans les catégories. Oui. Parce qu'il saute une étape. Traditionnellement, il y a le vivant, le pas vivant, le sensible, le non sensible, qui permet d'introduire le végétal. Et il me semble que cette catégorie, elle est omise. Oui, voilà, je l'ai pris vraiment à titre d'illustration parce que c'est une de celles où on a vraiment un arbre et pas simplement une arborescence. Parce que, en fait, voilà, ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, je ne sais plus où elle est, c'est si on veut avoir voilà, c'est ce que le vrai modèle complet, il est là. Mais justement, Duplex ne prononce pas le mot d'arbre, mais on le voit bien. Là, on a vraiment toute la décomposition du système. Les autres insensibles comme les plantes. Voilà, c'est ça. Simple, mêlé, mixte ou composé. Les simples sont ceux, etc. Et donc là, on voit vraiment la décomposition complète. Et ce qui fait qu'en fait, l'arbre tel qu'il est représenté ne tient pas, parce que en fait, c'est des séries d'arbres successifs. Si on essaie de faire la représentation graphique. Mais ce qui m'intéressait dans ces images, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il y a en fait une sorte de décorrélation entre les textes et les images. Là, circulent des images d'arborescence,
Et la notion, par contre, l'idée de l'arbre ou de l'arborescence n'est pas nommée dans les textes. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit là, c'est un terrain un peu ténu qui demanderait plus de travail, parce que je pense que c'est une sorte d'image sous-jacente. Et ce qui est étonnant, c'est que nous, on peut la projeter sur le texte, et en plus, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, une fois qu'on a attrapé cette clé de lecture, on s'aperçoit effectivement que c'est quelque chose qui explique beaucoup de choses, mais eux-mêmes ne la nomment jamais. Alors qu'ils nomment la comparaison au corps dans l'ordre compositif, jamais on ne voit apparaître... Alors après, il faudrait lire aussi tous les traités de logique en latin, ça, j'ai pas regardé, si j'avoue que... si la notion d'arbre apparaît ou pas. Mais dans les textes que j'ai lus, je ne l'ai jamais vu. Alors qu'en même temps, on a l'impression que c'est une sorte... Alors peut-être parce que c'est un modèle évident aussi, qui est... Mais dans le commentaire écrit de l'image, sur l'image même, l'arbre n'apparaît pas. Donc, alors que bon, là, normalement, on y arrive. Non, tout à fait. Là, il nomme les plantes. Voilà, sur l'ensemble... effectivement, de l'arborescence de la matière, à la fois animée et non animée. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de silence autour de ça, et moi, ça fait des années que j'ai en tête cette image de l'arbre. Donc là, j'étais contente de pouvoir venir un peu tester cette hypothèse-là. Donc je pense vraiment qu'elle explique, y compris les réutilisations, justement, parce que quand on dit les descriptions d'animaux nouveaux, finalement c'est la technique de Pline, oui, sauf que ça permet justement de légitimer les branches nouvelles, et qu'il y a quelque chose d'autre, en particulier dans le rapport au Nouveau Monde, pour faire entrer, résoudre le problème du fixisme, et faire entrer les nouveaux animaux dans le monde fermé. L'idée de l'arbre permet de les faire entrer de l'intérieur. Et ça permet de comprendre comment ça marche dans l'esprit de ces savants. Puis l'apparition des tables au même moment, je pense, est un bon indice, le fait qu'on se met à tout représenter par arbre. J'ai une question sur la métaphore qu'on trouve chez Élien, parce que vous avez parlé de la nature domestiquée, et il y a cette métaphore dans le texte d'Élien sur le pré, et justement la côté sauvage qui justifie l'absence d'ordre clair de son traité. Celle-ci, on la retrouve pas. Je ne l'ai pas rencontrée explicitement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée sous-jacente de la présence plus ou moins grande de la main de l'homme, mais il n'y a pas de... Et du coup, vous avez bien expliqué comment, chez les naturalistes utilisaient les métaphores de maîtrise de la nature, du jardin, le parterre, le verger. Et je me demandais si, à l'inverse, dans les traités d'art des jardins ou de ce genre de traités à destination de la création botanique, est-ce qu'il y avait, à l'inverse, des métaphores Alors là, c'est des métaphores de l'ordre du savoir. Oui, ou complètement décalées. Enfin. Alors là, comme ça, à froid, je ne peux pas vous dire. Il faudrait regarder parce que j'ai pas d'exemples qui me viennent en tête. Il y a sûrement des métaphores architecturales. Mais là, franchement, il faudrait reprendre les textes. Là, comme ça me... Mais ça peut être... Enfin, le travail dans le sens inverse, justement, est intéressant à faire, sur les métaphores qu'on utilise quand on parle de la nature pour se sortir de la question de l'ordre naturel. Et là, il faudrait réouvrir, justement, l'agriculture et maisons rustiques et ce genre de choses. Mais c'est c'est-à-dire que là, à froid, je ne peux pas le feuilleter dans ma tête. Mais c'est une piste à creuser, ça c'est sûr. Juste encore une question sur la citation que tu as donnée de Belon, je trouvais très intéressante, sur l'ordre compositif pour conjoindre et assembler leur ouvrage. Donc effectivement, moi ça me faisait penser aussi à Paré ou à Symphorien-Champier quand il rassemble dans un recueil de cas les cas de Galien, où il y a l'idée effectivement de l'ouvrage comme un corps uni et recomposé. Mais alors évidemment, c'est pas symétrique parce que quand il parle du trajet inverse de décomposition, il dit c'est décomposé en plusieurs parties,
Mais là, ces parties, ce ne sont plus des ouvrages. Non, mais dans l'idée de composition, chez Belon, il l'explique bien, c'est aussi une manière de regarder le corps, parce que en fait, l'ordre compositif est appliqué à deux choses différentes. Il est utilisé pour la construction des œuvres complètes ou des recueils. C'est ça. Et on l'a aussi dans des textes non scientifiques. Hein. La grande édition des œuvres complètes de Dubartas, oui. C'est pour la première fois ces œuvres réunies comme en un corps, etc. Donc ça, c'est un lieu commun qu'on trouve, et avec cette idée effectivement de l'assemblage, et que chaque pièce prend un sens nouveau par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'effectivement, la composition en corps permet d'avoir une vision nouvelle de l'œuvre telle qu'elle soit, parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est celle du fait que dans le corps humain, chaque membre est différent, et qu'on lui a assigné une fonction. La main sert à telle chose, l'oreille sert à telle chose, mais c'est une valeur qu'on ne peut pas... Je veux dire, si on vous coupe la main, ça ne fonctionne plus. Donc c'est des valeurs qui apparaissent par la mise en corps. Et donc l'ordre compositif est en fait détourné pour la composition en recueil ou en œuvre complète, mais au départ c'est un mode d'approche du savoir, c'est-à-dire effectivement c'est ce que dit Belon, le corps, le poisson, on peut le regarder comme les autres corps, c'est-à-dire comme une masse de chair dans laquelle circulent des humeurs, voilà, du sang qui a des écailles, enfin comme un tout, avec en fait ce qu'on va étudier c'est l'interaction des parties. Et puis on peut le regarder en le séparant, et à un moment il dit, le naturaliste va au bout de son travail, en fait, enfin, qui est en réalité le début, il n'a pas un oiseau sur la table, il a des griffes, des pattes, des plumes, un bec, et à la limite la chair, etc., qui est commun aux autres, on la laisse de côté. Donc ça correspond en fait vraiment, en fait c'est tout le problème de... On en revient à Foucault et le problème du principe de la lecture par analogie, etc. C'est-à-dire que non, en fait, il y a deux façons de regarder les choses, soit justement par les ressemblances, et Belon dit clairement, mais il y a de la chair et du sang dans tous les animaux. Donc si on regarde ça, on comprend, enfin, c'est une autre façon de comprendre la nature. Et donc effectivement, lui ne voit plus un oiseau, il le dit clairement, il voit une série de morceaux. Il a une autre comparaison qui est dans une des citations, il dit en fait c'est un peu comme on peut regarder la maison construite, dans laquelle on peut se promener, etc. Et puis on peut aussi faire un tas avec les briques, les tuiles, le mortier, le carrelage, etc. Et donc le naturaliste c'est celui qui a tout ça. Et donc ultimement au bout de chaque branche de l'arbre, si on pense que le modèle de l'arbre est sous-jacent, on n'a pas simplement un animal. On peut ensuite ramifier l'animal, et après quand il travaille, il compare justement le bec de tel animal avec le bec de tel autre, et c'est comme ça qu'on fait... en fait, c'est comme ça qu'on remonte l'arborescence, c'est-à-dire que c'est en comparant pièce par pièce qu'on établit les différences spécifiques, et il cherche ce qu'ils appellent les marques, qui sont les signes que la nature a laissés des différences. Donc c'est une espèce d'obsession effectivement de la différence et de la classification. Donc pour répondre à ta question, voilà, l'ordre compositif s'attache vraiment à deux choses. Et en particulier, c'est là qu'il y a une opposition épistémique importante entre le travail des médecins et ceux des anatomistes, que les médecins travaillent plutôt selon l'ordre compositif, ce qui les intéresse c'est la physiologie du corps, alors que les anatomistes travaillent selon l'ordre résolutif, et on comprend comment ça s'articule en fait deux façons complètement différentes de regarder le corps, et qui n'ont pas le même objectif non plus. Mais je me demandais justement si l'ordre résolutif pouvait servir de modèle à une politique ou à un... Mais enfin, forcément non. Ça peut servir de modèle à des classifications, c'est ce que fait Scaliger. Aurore Théron, par exemple, dans son commentaire de la politique d'Aristote, il parle de la logique et il dit exactement ça. Il y a deux modèles, soit on remonte par résolution, soit on redescend par division. Et c'est ce que fait Aristote, il commence par dire il y a une mutation, donc là on remonte. Et après, il y a des jours différents, et on redescend. Alors, c'est pas le modèle de l'arbre, mais le modèle logique, il est essentiel pour des aristotéliciens. Et en fait, c'est des allers-retours, parce que il faut prendre, pour avoir une vue d'ensemble, il faut regarder un corps et par l'ordre compositif et par l'ordre résolutif. Je pense que ça rejoint aussi des modèles d'induction et de déduction. Enfin, c'est des schémas intellectuels qui sont compliqués. Quelque chose sur ton arbre, ça m'a fait penser, mais ma remarque est un peu lointaine. Je me souviens d'une exposition à Louvain au début de l'année, donc c'est sur le collège Trilingue, où il y a un arbre de la grammaire grecque. Donc tout est... Alors, à l'époque, je ne pensais pas, j'ai été moyennement attentive, j'ai trouvé ça rigolo, cet arbre.
Et donc je me demandais ce qui aurait été la représentation de la langue. Comment il se représente la langue? Alors, moi, j'ai trouvé un arbre de la grammaire latine, mais j'ai pas creusé, j'ai pas regardé aussi effectivement dans les traités des grammaires. Mais après, dans les traités, ça correspond à l'approche de la logique aussi, dans lequel ils divisent par catégorie, en classant. Enfin voilà, on a le même processus en fait de division de tous les niveaux de la langue. Il est où? Excuse-moi, c'est dans... Où se trouve cet arbre? L'arbre de la grammaire, je sais plus. J'ai dit, ça m'est revenu après, j'y ai pas fait très attention. Je sais plus s'il est chez... Ouais, je sais plus s'il n'est pas chez Raymond Lull aussi. L'arbre de la grammaire latine. Parce que ça m'est revenu après en préparant la communication pour aujourd'hui. Je me suis dit, zut, effectivement, j'ai vu cette question de l'arbre de la grammaire, mais là, je ne l'ai pas recherché. Mais dans le traité de Raymond Lull, il y a toute une série d'arbres, donc je me demande si ce n'est pas dans ce texte-là. Parce qu'on a un arbre végétal, on a un arbre des éléments, on a, voilà. Tu parlais aussi au tout début de portrait au vif. Tu as dit que c'était finalement une expression qu'on trouvait fréquemment et elle n'apparaît dans aucune des citations. Non, parce que je me suis concentrée sur les... Ouais. Voilà, c'est quelque chose qu'ils disent par ailleurs, et alors c'est toujours très ambigu parce que, comme ce sont des textes illustrés, on n'arrive jamais à savoir s'ils parlent du texte ou de l'image. Il y a une sorte de confusion d'ailleurs volontaire qui est intéressante, parce que ils disent Belon comme Rondelet en particulier, mais on l'a aussi dans les traités botaniques, chez Daléchamp, etc. Ils disent vous trouverez représenter les plantes au vif. Alors c'est des traités qui sont tous illustrés. Donc ça fait référence aussi tout simplement à la présence des illustrations. Mais ce qui est intéressant, c'est cette expression vraiment de peinture au vif. Et j'ai vu au vrai, et je le donne à lire au vif, si bien que le lecteur pourra le lire au vrai, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui revient dans d'autres parties du discours, qui est en général la justification liminaire de l'observation. Par observation oculaire, dit des fois qu'il est observé autrement. Voilà. C'est Belon, je crois, ou Tevet, je ne sais jamais bien, qui dit « j'ai oculairement observé ». Voilà, il y a des zones bien oculées chez Belon. Et donc il insiste là-dessus, mais ça c'est encore, voilà, c'est autre chose, parce que c'est en général par là que ça commence. C'est la justification du... Et Belon a une expression intéressante qui mérite d'être creusée. Il explique qu'il a une écriture curieuse. Donc, avec cet écho à la notion de curiosité. Il dit, arrivant au pays des Turcs, je me suis mis à écrire curieusement. Bon, ce qui est quand même, on retrouve dans cette idée de l'imitation de la nature, mais il ne dit pas en quoi consiste une écriture curieuse, sinon à peindre ce qu'il voit, parce qu'il choisit de voir, parce qu'en plus il sélectionne, puisqu'il faut peindre des singularités. Donc c'est compliqué. Mais l'idée de l'image au vif revient à d'autres moments du texte par rapport au segment que j'ai isolé. Non, mais je veux juste que tu commentes l'expression. Et toujours par rapport à Belon, ce qui me frappait, c'était l'usage du mot renaissance. Oui, elle est intéressante, la renaissance des disciplines. Voilà, parce que je crois que c'est un des premiers usages du mot. J'ai pas eu le temps de chercher, mais effectivement, c'est frappant, parce qu'il y a vraiment, il y a ce mot-là. C'est pas rénovation, c'est vraiment renaissance. Et puis avec tout, l'image du printemps, du soleil, enfin, on voit danser les mules, ça, dans son image. Puis au vif, pour les animaux, c'est aussi vraiment vivant, quoi. Oui. Oui, c'est ce que dit Rondelet. Il dit par rapport à mes adversaires, moi je suis allé à la pêche aux poissons, et il nous dit je les ai ouverts. Il y a une citation très précise où il dit je les ai ouverts et j'ai regardé à l'intérieur. Et donc il explique bien. Alors bon, il ne précise pas dans quel état lui arrive le poisson, parce que moi j'ai des doutes sur ce qu'il voit à l'intérieur quand le poisson a voyagé 5-6 jours depuis les... Oui, mais alors justement par rapport à cette question de vif et de vivant, enfin, c'était un peu pour ça que je m'adressais à ça, parce que j'avais fait une petite recherche là-dessus, et apparemment on peut avoir des portraits au vif de défunts, donc on peut faire des portraits au vif de morts, ou alors chez Estienne, il y a l'idée que finalement son livre se substitue à la leçon d'anatomie, et que les disséqués, donc qui sont évidemment morts, il va en donner des représentations
presque vive. Oui. Donc il y a une transmutation finalement du mort au vivant par la grâce de la représentation. Dans les traités d'anatomie, les morts sont tous vivants. Hein. C'est ça. C'est l'ancêtre du film d'horreur. Mais c'est ça. C'est le principe de Vézal. C'est que, alors, il y a besoin de mettre les corps en tension parce que pour voir, enfin voilà, il y a une finalité pédagogique et médicale. C'est quand ils représentent les muscles et les tendons, il faut que ça soit... Et donc les attitudes, moi je me suis un peu intéressée à la question, les attitudes sont toujours très travaillées, il y a une gestuelle en fait dont on se rend compte qu'elle a une finalité anatomique précise, c'est-à-dire qu'elle mobilise certains tendons, etc. Mais en même temps, il y a derrière, effectivement, il y a cette idée de restitution vivante d'un corps mort. Et dans les images... alors je ne pense pas qu'ils pratiquaient la vivisection, ils les ouvrent morts, mais il y a l'idée que l'image va les restituer vivants, effectivement. Donc c'est une relation intéressante. Vézal, il pratique la vivisection. Hein, ça. Ah oui, dans le De Fabrica, le dernier chapitre est sur la vivisection. Je ne sais pas s'ils l'ont tant pratiqué que ça, parce que... Ah mais bien sûr, mais c'était horrible pour montrer... non, pour expliquer par exemple l'appareil phonatoire, on prenait un chien, on lui coupait les cordes. Ah oui, sur les animaux, oui, sur les animaux. Ah, tu dis sur les hommes. Parce qu'ils se sont posé la question, mais à ma connaissance... Ah non, pas sur les humains. Ah oui, sur les animaux, oui, non. Pardon, excuse-moi. Oh non, sur les animaux, c'est pourquoi qu'il a fait. Parce que sur les humains, ils se sont posé la question. Ah oui, tant qu'à faire le condamner à mort, autant qu'il serve à quelque chose tant qu'il est encore vivant. Mais là, quand même, enfin, à ma connaissance, ils n'ont pas osé franchir le pas. Sur les animaux, oui. Oui, il y avait ce fameux archer à qui on avait promis, enfin, de sombres histoires. Oui, il y a quand même de sombres histoires. Juste une micro-remarque par rapport à ce que tu disais de la framboisière, grand plageur devant l'éternel. Ça me faisait penser aussi à Ambroise Paré, qui lui, pour dire qu'il ne plagie pas, utilise l'image de la corneille. Il dit qu'il ne m'apparit à la corneille horacienne qui se trouve à déplumer quand les oiseaux desquels elle avait emprunté le penage redemandèrent leur parure. Voilà, enfin, donc autour de cette histoire du plagiat, on retrouve un animal quand même. Bon, la framboisière, ils sont gentils avec lui, on le compare. Enfin, ils disent quand même qu'il a bien pillé, hein, le terme est là, mais il a fait plus que butiner. Ouais, puis là, c'est toute la corneille horacienne. Oui, c'est la corneille horacienne. C'est vraiment un... Oui, tout à fait, mais c'était juste pour réintroduire un peu d'animalité, parce que comme l'animal a été un peu évacué. Oui, mais c'est étonnant parce que... Oui, mais dans un sens négatif, encore une fois. Parce qu'elle dit, je sais pas, il y a un petit morceau de corneille, mais c'est négatif. Voilà, c'est toujours négatif, ouais, exactement. Tu voulais avoir une question? Non, je pense que c'est gentiment le temps d'aller manger. Et la caméra s'arrête de toute manière, donc il n'y a plus de place dessus. La corneille a été... Exactement. Bon, merci beaucoup encore à toutes deux. Donc, j'essaie de faire une estimation